j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo encore posée. Ces derniers temps, je fais beaucoup de vidéos posées. Comme je vous avais dit la semaine dernière, vendredi, j'ai eu donc une infiltration au niveau du dos. Et du coup, quand on a une infiltration de ce type-là, il faut rester allongé 48 heures, ne pas faire trop d'efforts, ne pas soulever de poids, pas rester trop debout, pas rester assise, enfin, etc. Enfin bref, 48 heures, voire 72 heures, pour moi, ça a été compliqué. Mais bon, c'est que la deuxième infiltration en 4 mois, je vous dirais, sachant que la première n'a pas fait du tout d'effet. On verra bien. Bref, aujourd'hui, du coup, je vous avais proposé, il me semble dans le dernier vlog, je vous en avais parlé, j'avais envie de répondre à des questions, mais c'est pas une FAQ comme j'ai pu faire plusieurs fois. Une FAQ, c'est une foire aux questions, des foires aux questions où je vous demande de me poser des questions, mais surtout, oui, un peu tout, c'est-à-dire plantes, chaîne YouTube, moi, je sais pas, mes animaux, ma famille, enfin, des choses pas trop non plus indiscrètes. Ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, ce sont des questions plantes et uniquement plantes, et ce sont pour la plupart des questions que j'ai eues dans des commentaires ou en message sur Instagram. Alors la semaine dernière, j'ai failli le dire l'année dernière, mais c'est presque ça. La semaine dernière, j'avais à peu près 5 questions déjà que j'avais récupérées moi dans des commentaires que j'ai donc sous certaines vidéos. Alors je me rappelle plus de quelles vidéos, c'est dans les dernières vidéos. Et du coup, j'avais dit, j'avais répondu que c'était compliqué de répondre en commentaire, sachant que des fois il faut montrer, expliquer vraiment. Enfin, je veux dire, moi j'explique pas en 3 mots quelque chose qui mérite vraiment une vraie explication ou un retour d'expérience. Voilà, je peux pas faire ça en commentaire. Puis après, vous me connaissez, moi je parle beaucoup, mais en même temps, je pense, moi, à mon avis, que expliquer quelque chose, ça se fait pas en 3 mots ou en 5 secondes. Enfin, non, je pense pas. Et du coup, j'avais 5 questions, il me semble, je sais plus, j'avais noté... Alors, je note toujours dans mon cahier, mon fameux cahier qui me suit tout le temps, là, c'est le cahier... où je note à peu près tout, avec ma super déco, où je note à peu près tout ce qui concerne des choses que je veux pas oublier ou des choses sur les vidéos. Et là, j'avais commencé à marquer les questions. Et du coup, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'elles sont écrites en bleu et les autres en noir. Donc, j'avais 5 questions et je vous avais dit... Ben, posez-moi d'autres questions si vous avez envie pour faire une vidéo plus complète. En même temps, pas non plus trop, pour pas faire une vidéo trop longue. Je suis déjà à 3 minutes 22. On est pas mal. On va aller droit au but, je pense. J'ai eu des questions sur plein de choses. Donc sur les Hoya. C'est pas étonnant, hein, je dirais. Les moucherons de terreau, ça c'est top. Sur les cochenilles. Un peu tout parce qu'il y a l'emporticole, les trips. Ah, une question qui est assez marrante aussi sur certaines plantes que j'avais reçues il y a quelque temps. Les arrosages, cache-pot, monstera, Hoya à nouveau et l'arrosage. Alors j'ai tout écrit comme ça au fur et à mesure que je trouvais les questions. Je les ai notées et j'ai pas forcément noté qui me posait la question parce que bon après au bout d'un moment ça fait hyper long à tout noter. La première question évidemment c'est sur quoi? Sur les Hoya. Donc ça c'était une première question que j'avais récupérée dans un commentaire il n'y a pas très longtemps et c'est parti de là en fait. Je me suis dit bon... expliquer oui à l'écrit mais c'est quand même mieux de montrer et d'expliquer en image et c'est parti de là. Je me suis dit je vais faire une vidéo mais j'en ai déjà fait des vidéos de ce type là, ça me permet de vous répondre et de faire une réponse déjà collective et en plus avec un support image qui est bien pour expliquer, c'est plus pratique. Donc la question c'est, est-ce que les Hoya font des racines aériennes?
Ça, c'est la question. Et après, la personne m'a marqué, j'ai des petits bouts blancs sur les tiges, mais ce ne sont pas des cochenilles. Alors, effectivement, les Hoya font des racines aériennes, puisque ce sont des plantes épiphytes ou semi-épiphytes ou lithophytes. Alors, lithophyte, c'est au lieu d'être sur un support bois ou dans la nature, ça va être sur un support rocheux. Mais il n'empêche qu'elles font des racines aériennes pour pouvoir s'accrocher dans la nature, dans leur milieu naturel. Ça leur sert comme des bras en fait pour s'accrocher à un support, tout comme Monstera, les philodendrons, les syngoniums, il y a des petites racines qui leur permettent d'évoluer dans la nature tout simplement et qui permettent aussi donc déjà de s'agripper, mais de capter l'humidité, de récupérer aussi des nutriments, d'évoluer naturellement dans la nature. Alors nous ici dans nos intérieurs, ces racines aériennes que l'on voit, donc ces petits points blancs qui ne sont pas effectivement des cochenilles, ce sont des racines qui restent à l'état de petits points blancs la plupart du temps. Je dirais à 90%, vous n'allez pas voir ces racines évoluer vraiment, sauf dans le cas où si vous coupez justement sur cette tige où vous avez des petits points blancs, comme la personne disait, avec des feuilles, évidemment c'est mieux, mais pour bouturer, vous allez pouvoir plonger cette partie avec toutes ces petites racines, cette partie, vous allez pouvoir la mettre en eau ou en pot, parce que ça je l'ai déjà fait aussi. Ça va permettre tout simplement de raciner dans un substrat. C'est pas comme... alors c'est pas tout... Alors, le Hoya, en fait, ces petits points blancs que vous voyez, c'est vraiment, ça peut être tout le long d'une liane. Ça peut être vraiment sur une grande longueur. Pas comme le pothos, vous allez avoir plutôt à l'intersection des feuilles, juste une ou deux, ou voire trois racines aériennes. Là, sur les Hoya, c'est quand même un peu plus long sur la tige, ce qui permet de récupérer un bout de tige assez long à faire bouturer. Voilà, donc c'est vrai, ça ressemble à des cochenilles. D'ailleurs, je sais qu'à plusieurs reprises... sur des photos ou en story sur Instagram, on m'a dit tiens tu as, alors c'est très gentil en plus, ça part d'un bon sentiment, tiens tu as une cochenille sur la photo de ton Hoya, etc. Et en fait pas toujours. D'ailleurs bien souvent ce ne sont pas les cochenilles, en fait ce sont des racines, des petites racines, mais vraiment ça prête à confusion parce que même moi au début, même moi encore d'ailleurs, je regarde, parfois il y a un petit point blanc, ben en fait je regarde si c'est une racine aérienne ou si c'est une cochenille. Alors quand on sait qu'il y a des racines aériennes comme ça, forcément voilà, on regarde, on touche et puis on voit que c'est pas de la cochenille. Voilà, première question, c'était quelque chose de tout simple, mais en même temps, je vous mets des images, c'est quand même plus concret et plus explicite que juste dire oui, effectivement, le Hoya fait des racines aériennes et c'est pas des cochenilles. Voilà. J'aurais pu dire ça aussi en commentaire. Alors, la deuxième question, ça se porte sur les moucherons de terreau. C'est Catherine qui me pose cette question. Alors, elle me demande quel est mon secret parce que j'en ai pas. Et elle me parle d'un chauffage au sol, que c'est compliqué, mais je pense savoir pourquoi elle me parle de ça. Donc les moucherons de terreau, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites bêtes noires qui volent au-dessus de vos pots. Enfin, ça peut arriver, pas tout le temps. Mais si vous voyez des petites bêtes noires qui volent là, comme ça, juste autour de votre pot, hein, en général, c'est pas non plus partout. Mais voilà, au niveau du pot, comme les moucherons que l'on a quand on a des fruits qui mûrissent, ben, c'est un peu pareil, hein, c'est des petits moucherons noirs qui volent. Alors, ces moucherons de terreau, ce sont des cyarides. Le vrai nom, ce sont des cyarides. Il y a des personnes qui appellent ça des mouchettes. Je trouve ça rigolo, les mouchettes. Donc c'est des petits insectes qui sont pas très agréables, qui sont pas non plus trop dangereux pour nos plantes, encore que sur du long terme ça peut l'être, mais c'est au niveau des larves. Les larves en fait elles sont dans le terreau, c'est pour ça qu'on appelle ça des mouches de terreau. Les larves en fait sont pondues dans le terreau, vivent dans le terreau, mais elles vivent en grignotant un petit peu les racines de nos plantes, et souvent les fines racines, c'est celles qui prennent chair.
Mais en général, pour qu'une plante meure à cause de sciaride, faut quand même en vouloir. Comme ces moucherons de terreau volent un petit peu autour des pots, c'est vraiment désagréable. Faut dire ce qui est, c'est désagréable. Il y a 2 ou 3 ans de ça, j'en ai eu. Je pense que c'était il y a 2 ans. J'en ai eu quand même quelques-uns. Alors pas non plus une grosse invasion. Parce que je vous dis pas, si j'avais une grosse invasion de moucherons de terreau dans cette pièce, ça serait juste invivable. Je pourrais même pas y rentrer parce qu'il y aurait vraiment trop de petites bêtes qui volent partout. Mais voilà, sinon, ce sont pas des insectes... alors c'est mauvais, mais c'est pas non plus trop mauvais. C'est pas les plus dangereux comme les thrips ou les acariens ou même les cochenilles. Franchement, c'est... Voilà, c'est pas le pire de tous ces insectes-là. Mais c'est vrai que c'est très embêtant et que c'est mieux de s'en débarrasser parce que de toute façon, ça va proliférer. Bien souvent, ces moucherons, vous allez les avoir dans des terreaux que vous achetez dans le commerce. C'est souvent par ça que ça arrive, par le biais de terreaux, de sacs de terreau que vous ouvrez et puis pof, il y a des moucherons de terreau qui sortent. Il suffit qu'il y en ait 2, 3 et qu'il y en ait quelques-uns dans le terreau que vous rempotez. Vous avez les larves, ça va proliférer, vous allez avoir plein de moucherons. C'est souvent comme ça. Ou alors c'est une plante que vous avez ramenée, qui avait des moucherons de terreau, mais... Franchement, c'est plus souvent quand vous achetez un sac de terreau et que vous avez des moucherons dedans, c'est plus là qu'il y aura des plus gros risques de prolifération que juste une plante qui est ramenée. Voilà, je pense que vous aurez plus de problèmes avec un sac de terreau ou avec plein de moucherons de terreau dedans. Alors, pour vous en débarrasser, il y a plusieurs choses à faire. Alors moi, pour un retour d'expérience, parce que j'en ai eu, alors si j'en avais pas eu, à la limite, je pourrais même pas, enfin si, je pourrais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont et qui parlent de leur expérience. Mais bon, moi, pour en avoir eu, il y a à peu près 2 ans, parce que l'année dernière, j'en ai pas eu. Les moucherons de terreau, qu'est-ce qu'ils aiment? Ben, bon, le terreau déjà de base et l'humidité. Et la chaleur, c'est mieux. Mais l'humidité, ça c'est le top du top pour avoir des moucherons de terreau. L'humidité, vous avez un pot avec du terreau humide qui reste trop humide, trop longtemps humide. Les moucherons de terreau vont adorer, c'est leur lieu de prédilection. Donc souvent les plantes comme les calathea, les maranta, toutes les plantes qui en fait... auront besoin de rester dans un substrat au moins un peu humide. C'est là que vous aurez le plus de risque d'avoir des moucherons de terreau. Je pense que dans les Hoya, franchement, pour avoir des moucherons de terreau, il faut en vouloir. Parce qu'en général, c'est un substrat qui ne reste pas humide, justement. Et s'il reste humide, c'est qu'il y a un problème aussi pour votre Hoya de surarrosage. Donc, dans les Hoya, en principe, il n'y a pas ce problème. Mais sinon, la première chose à faire, vous pouvez essayer une première solution si vous n'en avez pas non plus. Si vous n'avez pas une invasion trop importante, essayez déjà ça. Vous allez arroser votre plante uniquement en bassinage. Vous n'arrosez plus votre plante par le haut de façon à ce que la partie haute du terreau, dans le pot, reste au sec parce que tout simplement, le moucheron de terreau, il va pondre ses œufs en surface du terreau, c'est-à-dire à 1 ou 2 cm maxi dans le terreau. En dessous, ils vont pas pondre leurs œufs. Donc si vous laissez sec le dessus, ils seront moins attirés dans votre terreau pour pondre. Donc ça, c'est une première possibilité, une première solution qui peut parfois marcher quand on a juste petite invasion, 1 ou 2 pots. Voilà, vous faites attention, vous gardez le plus au sec la partie du haut et en général, les moucherons de terreau sont un peu... ils se retrouvent un petit peu embêtés, puis au bout d'un moment, quand ils peuvent plus pondre, ils finissent par mourir. Donc ça, c'est une première solution. Mais après, si vous voulez vraiment faire si vous avez vraiment un problème de moucheron de terreau, moi, je vous conseille de faire en deux étapes. C'est-à-dire, d'abord, vous mettez des pièges à glu jaune pour capturer les moucherons de terreau qui volent. Donc ça, c'est les adultes. Et les adultes, eux... vont les pondre dans le terreau et du coup c'est là qu'il va falloir être super organisé, je dirais. Moi j'avais fait la lutte biologique avec des nématodes, d'ailleurs il m'en reste un encore que j'avais commandé, que j'avais acheté il y a 2 ans. Alors c'est encore bon, oui, parce que je l'ai acheté, je l'ai payé et c'est à faire sur internet. C'est quelque chose que j'ai acheté
à gamme vert, en jardinerie. Enfin, je sais même pas. Enfin, il y a gamme vert, mais dans mon autre jardinerie, j'en avais trouvé aussi. Donc, ça s'appelle Lutte Biologique. Là, c'est la marque Biotop. Je sais pas s'il y a d'autres marques, je pense que oui. Et le principe, ce sont des insectes prédateurs qui vont aller manger les insectes que vous avez. Par exemple, là, c'est contre les insectes du sol. Vous avez plusieurs livrets comme ça. Alors, pour les insectes du sol, les insectes du feuillage, les insectes... je sais plus, il y a différents insectes et là c'est voilà pour les insectes du sol et entre autres vous avez écrit mouche de terreau ici en bas. Donc ça vous avez ça en jardinerie. Le principe c'est de passer à la caisse avec ça, c'est un petit livret avec le bon avec ce bon pour régler, voilà. Repartez chez vous avec ce livret, activez l'envoi de vos nématodes en vous connectant sur biotop.fr. Et après, vous suivez page 2, les consignes quand vous allez recevoir les nématodes. Les nématodes, ce sont des insectes, c'est du vivant, donc il va falloir s'en servir rapidement. C'est sous forme de poudre, en fait c'est microscopique, vous n'allez pas les voir. C'est à diluer dans l'eau d'arrosage et ça va vous permettre de mettre en fait des insectes prédateurs directement dans votre pot, dans votre terreau et du coup ils vont aller grignoter les larves pendant que vos pièges vont capturer les adultes et petit à petit, c'est assez rapide quand même je trouve, petit à petit il n'y aura plus d'adultes pour pondre et il n'y aura plus de bébés, de larves pour donner des adultes. Et en fait, c'est voilà, il faut attaquer les adultes et les bébés en même temps. Sinon, vous allez clairement pas vous en sortir. Si vous capturez que les adultes, il y aura toujours des larves qui vont sortir des adultes. Voilà. Mais les pièges jaunes marchent très très bien. Moi, je rajouterai, et puis je l'ai fait, la lutte biologique pour vraiment avoir un double effet et en finir beaucoup plus rapidement avec ces insectes parce que c'est un peu embêtant. Le seul truc, c'est qu'avec les nématodes, du coup, il faut pas oublier d'arroser, il faut pas laisser trop sec parce que pour le coup, comme ce sont des insectes prédateurs aussi, mais des insectes, il leur faut aussi quand même un peu d'humidité pour vivre. Alors du coup, c'est un peu paradoxal, mais il va falloir arroser quand même vos plantes. Assez régulièrement malgré tout, pas laisser trop sécher parce que sinon vos nématodes ils vont mourir aussi. Voilà, il faut arriver à doser tout ça et c'est vrai que c'est pas toujours simple, je reconnais, suivant les plantes que l'on a, mais en général, comme je vous ai dit, les nématodes sont plutôt dans les plantes qui ont besoin d'humidité. Donc si le fait d'arroser par bassinage, ça ne suffit pas, ben vous arrosez normalement, mais par contre vous mettez des nématodes, et là vous ne loupez pas vos arrosages surtout, mais les nématodes vont faire leur travail en fait. Voilà, c'est vraiment moi ce que je préconise, et ce qui vraiment a fonctionné chez moi à 200%, parce que j'ai dû avoir 2 fois je pense, et j'avais racheté ça, et j'ai même pas eu besoin, parce qu'avec les pièges jaunes, ça avait suffi, parce que j'avais vraiment pas grand chose. Donc je l'ai payé. Je commanderai quand j'en aurai besoin. Si j'en ai besoin, ça sert pour d'autres... Ah, ça sert pour les fourmis, je viens de voir là. Ça sert pour les fourmis. C'est bon à savoir. Après, Nicole me demande, peut-on mettre un Paphiopedilum en pont? Alors, un Paphiopedilum, moi j'ai le Modiae. C'est une orchidée, un type d'orchidée. Là, je dis tout de suite non. J'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est mort. Donc non, c'est vraiment, moi je pense qu'il n'y a que les Phalaenopsis qui peuvent aller en hydro. J'avais réussi sur un dendrobium, il me semble. Les orchidées bambou, c'est quoi ces dendrobium? Je sais plus. Sur un, j'avais réussi, mais je pense que c'est presque exceptionnel. Et sinon, les orchidées vanille fonctionnent très bien aussi en hydro et en pont. Mais sinon, les Paphiopedilum, non. C'est pas des racines comme les orchidées Phalaenopsis. C'est pas des grosses racines bien lisses, bien charnues, qui verdissent avec le contact de l'humidité. Si vous regardez, vous déterrez un Paphiopedilum, ce sont des racines terriennes. Elles ont besoin d'un substrat terreux. Et du coup, juste en eau, ça leur plaît pas du tout. Mais j'ai essayé. Au moins, je peux dire que ça marche pas. Betty Romain me demande comment tu fais pour avoir de si jolies plantes. Donne-moi des astuces. Alors moi, mes astuces, je les donne très très régulièrement. J'ai fait ça fait plus de 3 ans que je fais des vidéos.
Et je crois que j'ai 325 vidéos. J'ai fait des playlists. Et dans ces playlists, eh bien, vous allez retrouver entretien plante. Je crois que j'ai une playlist qui s'appelle comme ça. J'ai une playlist sur les Oya. J'ai une playlist... en fait, j'ai des playlists. J'en ai plein de playlists. Et dans ces playlists, en fait, par exemple, une vidéo, je vais la mettre dans plusieurs playlists. Puisque, par exemple, une vidéo sur les Oya, je vais la mettre dans la playlist Oya, mais si c'est aussi entretien plante, je vais peut-être la mettre aussi dans entretien plante. Donc, vous avez 2 fois plus de chances de la trouver. Alors après, évidemment, avec plus de 300 vidéos, c'est pas toujours simple. Mais il y a des points que je reviens dessus très régulièrement. Entretien plante, je me parle très souvent. Je fais beaucoup de blabla plante rempotage aussi. Et lors des blabla plante rempotage, j'explique beaucoup de choses. Donc après, au fur et à mesure du temps, mais je reviens dessus, etc. Mais c'est vrai que là, comme ça, je peux pas donner des astuces. Et puis en plus, si j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, ben, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur comment débuter ou un truc comme ça, oui, comment débuter avec les plantes. Alors, j'ai souvent des questions sur les cochenilles. Ben oui, parce que en fait, ici, je vis avec des cochenilles, puisque je vis avec des Oyas, je vis avec des cochenilles. Bon, je vous ai déjà expliqué souvent ce que je faisais pour lutter contre les cochenilles, etc. Mais dernièrement, alors je suis une nana en vidéo que je trouve adorable, elle s'appelle Marie, elle est prof d'SVT et elle a la chaîne, alors j'ai marqué le nom de la chaîne parce que sinon, Les Jeunes Pousses 205, c'est une chaîne YouTube qui est super top. En fait, c'est une prof d'SVT dans un collège. Qui en fait fait des vidéos, alors principalement à la base pour ses élèves, pour répondre à des questions. J'ai trouvé ça génial. Ça fait un moment que je la suis, alors je regarde pas toujours toutes les vidéos, mais je regarde beaucoup de ses vidéos. Et elle en a fait une il n'y a pas longtemps sur les cochenilles justement. Et comme c'est une prof d'SVT, eh bien, je trouve que... Alors, elle n'a pas fait un cours d'SVT, mais elle est allée en profondeur sans être trop compliquée pour expliquer plein de choses sur les cochenilles. J'ai trouvé ça super sympa parce qu'en plus, j'ai appris un truc supplémentaire que vraiment, vraiment, je savais pas. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, franchement, si vous voulez avoir des détails sur les cochenilles, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie de comprendre un peu plus certaines choses, je vous invite à aller voir, alors je vous mettrai en barre de descriptif le lien de sa vidéo et le lien de sa chaîne YouTube qui parle des cochenilles. Mais pour faire vite, le truc que j'ai appris sur les cochenilles, et je ne sais pas si vous le saviez. Si vous le saviez, dites-le moi en commentaire parce que c'est assez drôle. En fait, les cochenilles farineuses, alors là, c'est surtout les cochenilles farineuses que l'on parle. Celles que l'on voit qui sont farineuses avec leurs pattes, là, les 6 pattes, je crois. Vous voyez, les trucs bien dégueux qu'on a dans les plantes, surtout dans les Oyas ou les orchidées, que je vous en parle très souvent. En fait, ce sont uniquement les femelles qui sont comme ça parce que les mâles ne sont pas... n'ont pas le même aspect. Et ce sont des insectes volants. Est-ce que vous saviez que les mâles des cochenilles étaient des insectes volants qui ne ressemblaient pas du tout à des cochenilles farineuses? Et du coup, je ne sais pas si j'ai déjà vu une cochenille mâle qui en fait vole de plante en plante et qui du coup aide à la prolifération des cochenilles. Ça c'est quelque chose que j'ai appris, sauf qu'elle explique vachement mieux et avec plus de précision et c'est vachement intéressant je trouve. Et du coup, je vous invite à retrouver sa vidéo parce que j'ai adoré. Donc, les cochenilles, voilà, il y a une vidéo super intéressante. Allez voir, c'est sympa. Alors, est-ce que le fait d'avoir enlevé le jacuzzi ne change pas le taux d'humidité? Si, au début, je pensais pas. Au début, j'avais pas l'impression que ça changeait mon taux d'humidité. Mais en fait, il s'avère que là, maintenant, avec le chauffage allumé, et avec une nouvelle clim qui marche super bien, et bien mon taux d'humidité a vachement baissé. C'est-à-dire que l'autre jour, je regarde, mon taux d'humidité est à 42%. J'ai jamais eu 42% de taux d'humidité dans ma véranda. Mais jamais, jamais. J'ai jamais eu ça. Bon, là, je suis à 67%. Mais dehors, en fait, c'est très, très humide. On a eu du brouillard, par exemple, hier toute la journée. Il pleuvait en même temps. C'est hyper, hyper humide dehors. Donc, il y a de l'humidité, 67% dans la véranda. Je dirais qu'avant, c'est ce que j'avais au minimum.
Donc oui, le jacuzzi, le fait d'avoir enlevé le jacuzzi et surtout peut-être avoir une super bonne clim qui marche super bien a fait que mon taux d'humidité a bien baissé, je trouve. Pour l'instant, mes plantes n'ont pas l'air d'en souffrir, mais c'est vrai que je pense que l'humidité que j'avais dans la véranda aidait quand même mes plantes à évoluer. Pour l'instant, ça va. On verra après par la suite. Et puis après, je pense que c'est surtout l'hiver avec le chauffage. Ah oui, les lampes horticoles, on m'a demandé le lien des lampes horticoles. Je ne sais pas si je le mets pas systématiquement. Je regarderai dans la barre de descriptif. Il me semble que je le mets systématiquement, le lien. Et si je ne le mets pas, ben, je vous le mettrai. Il faut juste que j'y pense. Alors après, j'ai Valentine qui me demande comment traitez-vous les trips. Alors les trips, j'ai eu des gros problèmes de trips sur mon philodendron Sellum qui est dehors depuis, ben, c'est le deuxième hiver qui passe dehors. Comment j'ai traité? Ben, en fait, pour s'en débarrasser, c'est un peu pénible. J'avoue, surtout quand vous avez vraiment une plante c'est un nid à trips, quoi. Le philodendron Sellum, c'était vraiment le nid à trips. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis ce nid à trips dehors, voilà, et ben les trips, franchement, ça a été... ben, j'ai traité avec un produit contre les trips. C'était... Je sais plus ce que c'était comme produit. Je m'en rappelle plus. C'était un produit que j'avais acheté en jardinerie. Mais je me rappelle plus. Mais après, voilà, à partir du moment où j'ai mis cette plante dehors, et c'est cette plante qui m'a porté des trips et qui avait des trips en permanence et qui d'ailleurs avait subi beaucoup de dégâts à cause des trips. Alors après, j'en ai de temps en temps sur d'autres plantes. J'ai des pothos qui ont des piqûres de trips. Mais ça ne me les a jamais tués parce que je pense que ça va, ça vient. C'est pas vraiment une invasion qui reste à l'intérieur et qui saccage tout. Vu que moi, j'ai vraiment... accès direct sur le jardin, les trips, ce sont des insectes qui viennent du jardin. On appelle ça aussi des bêtes à orage. Du coup, moi, même si je traite, je veux dire, les trips, ils peuvent rentrer, sortir autant de fois qu'ils veulent. Et c'est vrai que je pense que c'est pas comme dans un appartement où une fois qu'ils sont dedans, ben, ils restent dedans. Alors, je suis désolée, j'ai dû faire une coupure parce que j'ai vraiment mal au dos d'être assise. J'ai intérêt à faire super attention. C'était quoi? Oui, les trips. J'en étais où? Je sais plus. Bon, ben, les trips, oui, ben, j'ai mis la plante qui était la cause principale des trips en extérieur. Depuis qu'elle est en extérieur, elle n'a pas de souci de trips. Et puis après, ben, les autres, ouais, j'ai pas spécialement de souci de trips. Alors, voilà. Je pense que vraiment, le truc que j'avais à faire, je pense que si j'avais pas mis cette plante en extérieur, ben, je serais toujours embêtée par les trips. Moi, honnêtement, je pense que c'est... voilà, il y a des plantes comme ça, que j'appelle ça des nids à trips. Et ben, c'est comme les cochenilles, hein. Les Hoya. Si vous voulez pas avoir de cochenilles chez vous, il faut pas avoir de Hoya. Déjà, voilà, je pense que... voilà, il y a des plantes comme ça qui sont plus sujettes à certaines nuisibles. Et le philodendron Sellum fait vraiment partie de ces plantes, comme le syngonium d'ailleurs. Une majeure partie des syngoniums, ben, quand j'ai eu des trips dans la véranda, ils ont eu des trips. Voilà. Après, ah oui, j'ai une personne qui me demande, je trouvais rigolo cette question, c'est: j'aimerais savoir ce que sont devenues les plantes de Une fleur parmi les fleurs de Carole. Donc je pense que vous connaissez Une fleur parmi les fleurs. Donc là, elle est plus en activité en tout cas sur cette chaîne-là, elle est plus en activité sur YouTube. Donc Carole m'avait envoyé à plusieurs reprises différentes plantes. Donc je vais essayer de vous mettre en vidéo et de me rappeler les noms des plantes parce que j'en ai noté 4, je crois. Je suis pas revenue en arrière dans mes vidéos pour retrouver, mais bon, il y en a au moins 4 que je me rappelle bien, mais après elle m'en a pas envoyé non plus 50 000. La priorité, la principale, c'était l'Euphorbes Lactea White Ghost que j'ai ici sur ma plantagère, que je vous filme actuellement et qui va très bien, qui va extrêmement bien, même je dirais.
qui pour l'instant bon, ne pousse pas parce que bon, on est en hiver déjà, même si elle est sous lampe horticole, mais elle va super bien. Alors je l'avais mise à bouturer et à raciner, donc elle a raciné. Elle va bien, je la regarde en même temps et ben, j'espère que cette année elle poussera. Il faut savoir que les Euphorbes Lactea White Ghost sont quand même longs. Quand on les bouture, ils sont longs à démarrer après. Donc j'espère que cette année, j'aurai droit à une petite pousse dessus. Alors après, dans les plantes que j'avais reçues, j'avais aussi des Sininja ou Sininja. Ce sont des petites plantes à codex. Ce sont en fait des petits codex qu'elle m'avait envoyés. Toutes petites. Et je crois qu'elle m'en avait envoyé 3, j'en ai 2 encore qui d'ailleurs repoussent du codex. Alors c'est tout petit, je sais pas, enfin c'est des plantes qui restent petites de toute façon et ça repart d'un codex de plus en plus gros. Peut-être que cette année je remporterai. Je vous mets aussi à l'écran ce que c'est. J'en ai 2 variétés, une poilue qui a recommencé à pousser là dernièrement et une je sais pas comment dire, un feuillage normal, mais bon je vous les mettrai à l'écran et elles vont bien. Alors j'en avais perdu une mais dès le début, mais sinon les 2 autres elles vont super bien. Après il y avait un cactus en suspension qu'elle m'avait envoyé, elle me l'avait envoyé avant qu'elle déménage dans sa maison, donc ça fait un petit moment. C'était quoi? C'était pas un Sélénis cereus, c'était quoi? C'était alors un cactus qui pique énormément et je peux vous dire que quand je l'ai reçu il était ultra pas bien ultra sec. Bon voilà, elle le gardait en appartement en haut d'une étagère, donc elle me l'avait envoyé pour justement que le revigorer et puis c'était pas une plante qu'elle voulait garder. Moi il me plaisait, donc voilà, puis je connaissais ce type de plante. Donc là, il va bien et c'est un cactus qui a bien poussé, que j'avais rempoté dès que je l'avais reçu. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je l'avais rempoté. Enfin bon, il s'est requinqué et là, il est dans ma serre pour l'hiver. Et l'été, il est en extérieur, il va très bien. Alors, il pique énormément celui-ci. Donc, il est toujours à part des autres. Et puis, en plus, il est quand même... voilà, c'est une potée quand même assez grosse. Voilà, ça va bien. Après, j'avais reçu aussi une bouture de cactus queue de singe. Enfin, une tout petit bout, comme ça. Lui, il n'a pas survécu. Il n'a pas survécu. Je l'ai perdu dans l'été. Mais il n'a pas survécu. Mais c'était vraiment un petit bout, donc, qui était déjà... comment dire, qui n'était pas très en forme. Alors, j'ai Bounty qui gratte à la baie vitrée, qui veut rentrer. Ils veulent sortir, ils veulent rentrer, ils n'arrêtent pas, les chiens. Donc voilà, j'ai perdu le petit queue de singe et puis je crois que c'est tout. Parce qu'on avait fait des échanges de plantes, je lui avais envoyé, c'était quoi, du Rhipsalis paradoxa et je sais plus. Voilà. Donc les plantes de une fleur parmi les fleurs. Après l'arrosage. Alors j'ai 1 ou 2 questions sur l'arrosage. Ah oui, 2 questions sur l'arrosage. Est-ce que tu arroses directement tes plantes sans les bouger, c'est-à-dire sans les amener toutes dans la cuisine et les laisser s'écouler sur une grille? Parce que comme je vous montre souvent, mes Hoya, en fait, je fais ça qu'avec les Hoya qui sont en suspension, c'est-à-dire je prends mes Hoya, je les amène dans la cuisine, je les arrose, je les laisse tremper dans un petit bol, je les égoutte sur une grille, une vieille grille de cuisine et je les résuspends. Ça existe, résuspends. Je les suspends à nouveau. Ouais, c'est mieux. Sinon, toutes les autres plantes, je les arrose sur place. Tu vas où, Perséphone? Où? D'accord. C'est incognito. Je les arrose toutes sur place. Alors, les pothos, par exemple, la plantagère à pothos, il y a soit des soucoupes, soit des cache-pots. Et quand il y a des cache-pots, il y a des fonds de billes d'argile qui me servent de réserve d'eau. La plupart de mes plantes sont comme ça. Je regarde autour de moi. Il y a des soucoupes ou des cache-pots. J'arrose tout sur place. Alors on dit souvent il faut pas laisser d'eau dans les soucoupes. Alors moi en général il n'y a pas d'eau dans les soucoupes parce que je mets la bonne quantité d'eau. J'y reviens parfois une deuxième fois pour si je trouve qu'elle n'a pas assez bu. Il n'y a pas d'eau qui coule dans la soucoupe.
En fait, c'est ça qui me dit si c'est bon ou pas. C'est-à-dire que quand je commence à avoir l'eau qui arrive dans la soucoupe, ça veut dire que l'eau est allée jusqu'en bas du pot. Parce qu'il faut dire quand même que j'ai des pots qui sont grands comme ça, certains. Comme ça, ça rentre même pas dans le cadre. J'en ai des plus gros, j'ai le Monstera qui est beaucoup plus gros. Et de toute façon, je peux pas me les déplacer, les plantes, ça c'est sûr. Et puis, je vais pas m'amuser à déplacer toutes mes plantes. Et du coup, moi, j'arrose. Mais en fait, je sais à peu près la quantité d'eau. Donc, quand c'est dans les soucoupes, si je vois que l'eau arrive dans la soucoupe, j'arrête. Et dans les cache-pots, je fais en sorte d'avoir une couche de billes d'argile dans le fond qui me sert donc de réserve d'eau et qui permet que s'il y a un surplus d'eau, l'eau, elle va rester dans les billes d'argile. Mais ça aussi, je l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Mais j'y reviendrai dessus au printemps, lors des rempotages, etc. J'y reviendrai. Mais c'est vrai que cette fameuse couche de billes d'argile, ou même une couche de pont, une couche de pouzzolane, quelque chose de minéral, vous faites ça et en fait le surplus... Et en fait, alors si vous faites ça, en fait, le surplus d'eau va aller dans cette fameuse partie où il n'y a que des billes d'argile ou du minéral et ça risque pas de pourrir et les racines auront tendance à aller au fond puiser l'eau qui est en surplus. Et ça laisse une petite réserve d'eau, d'humidité aussi qui remonte par capillarité dans le bas du pot. Et comment dire, moi ça me permet de pas avoir trop d'arrosage à faire parce que ça reste une petite réserve d'eau. Ça ne pourrit pas. Enfin, moi, après, j'ai jamais eu de problème de ce type-là. Parce que c'est pas comme si je laissais l'eau dans la soucoupe où vraiment le bas du pot trempe dans la soucoupe et vous avez directement les racines qui sont dans le terreau qui trempent dans la soucoupe. Alors, il y a d'autres personnes qui mettent un fond de billes d'argile dans le pot, sous le terreau, dans le fond du pot. Et là, ça crée une réserve d'eau. Alors, moi, je le fais pas parce qu'après... du coup, quand vous voulez bassiner votre plante, il n'y a pas d'eau qui va vraiment remonter dans la plante. Je trouve, voilà. Je le faisais pendant un moment, mais j'ai trouvé que mettre plutôt des billes d'argile dans le fond d'un cache-pot, c'était beaucoup plus efficace et moins risqué. Voilà, c'est moins risqué. Donc, sinon, j'amène aucune plante dans ma cuisine, à part l'éolia en suspension. Je pense que je referai une vidéo sur les arrosages et que j'en reparlerai en vidéo. Ça sera peut-être plus simple. Et l'autre question sur les arrosages, c'était quoi? À quelle fréquence arroser un arbre de jade? Donc l'arbre de jade, c'est une Grassula ovata. Donc c'est une succulente. Alors à quelle fréquence arroser un arbre de jade en hiver? En prenant en considération que j'habite dans le nord-ouest de la France. Alors nord-ouest, c'est-à-dire la Bretagne, à peu près. Je connais pas le climat vraiment de la Bretagne, mais je pense que bon, il fait quand même beaucoup plus froid que moi dans le sud-ouest, plus humide et plus froid, plus humide, ça c'est sûr. Alors une Crassula ovata, moi celle que j'ai, alors le truc c'est que je peux vous faire des retours que sur mes plantes à moi, dans mon climat à moi, puisque moi je connais pas le climat du nord-ouest de la France, à part, voilà, je me dis, il fait plus froid et c'est plus humide. C'est tout ce que je peux m'imaginer. Mais il faut savoir une Crassula ovata, c'est une succulente. L'arrosage en hiver, c'est un peu particulier au niveau des succulentes, parce que déjà, la première chose à prendre en considération, c'est pas votre situation géographique, c'est d'abord, est-ce qu'elle est en extérieur ou en intérieur? Si elle est en intérieur, c'est complètement différent que si elle est en extérieur. Moi, je pense que dans le nord-ouest de la France, une Crassula ovata en extérieur, je pense pas qu'en hiver, elle survive. Je pense pas. Je suis pas sûre à 100%. Alors ici, comme tous mes Crassula ovata, j'en ai différentes variétés, j'en ai beaucoup, sont dans la serre froide et je les arrose de l'hiver très peu en fait. Je dirais peut-être une fois par mois. Honnêtement, une fois par mois, à peu près, parce que vraiment préciser un rythme, c'est compliqué. Cette année, on a eu très peu de températures négatives. C'est un hiver qui est complètement différent des autres hivers. Il y a des hivers où on aura des températures -5, -6, plus souvent dans l'hiver. Jusqu'à maintenant, on a vraiment tellement peu eu de températures négatives
que là, je les arroserai un petit peu plus qu'une fois par mois, mais parce que dans la serre, il fait plus chaud qu'en extérieur. C'est le but, c'est d'être hors gel. Après, si c'est en intérieur, honnêtement, moi, les succulentes en intérieur, je suis pas, c'est pas mon truc. Et je pourrais pas donner d'indication sur les succulentes en intérieur au niveau arrosage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, si c'est dans une pièce chauffée, les succulentes vont boire davantage que si c'est en extérieur dans une serre froide. Voilà. Après, point de vue géographique, forcément, nord-ouest, il fait certainement bien plus froid que chez nous et plus de pluie. Donc voilà. En fait, la précision qu'il aurait fallu me donner, c'était en extérieur ou en intérieur, à l'abri du gel ou... Enfin, de toute façon, si c'est pas à l'abri du gel, la crassula ovata, elle vit pas. Donc voilà, j'essaie de répondre au mieux. Hein. Après, j'ai une question sur mes cache-pots. Où trouves-tu tes cache-pots originaux? Alors en général, quand je fais des haul plantes et accessoires, je vous montre les cache-pots que je trouve. La plupart, je les ai trouvés en jardinerie. Alors principalement à la jardinerie Le Lanne, à côté de Bordeaux, en banlieue bordelaise. C'est une jardinerie que j'affectionne beaucoup. Et c'est là où je trouve vraiment des cache-pots sympas et pas trop chers. Sinon, des cache-pots originaux, après, j'en ai pas 50 000, mais il n'y a que là que je les trouve. Ou parfois, peut-être sur des e-shops sur Internet. Après, j'en ai 2-3 qui viennent comme ça de e-shop, mais voilà, pas plus. Après, une question sur un Monstera. Dans le pot de mon Monstera, j'ai plusieurs pieds. Me faut-il les enlever pour en laisser rien qu'un? Alors, question Monstera. Monstera Deliciosa. Les autres Monstera, c'est encore autre chose. Moi, pour moi, c'est le Monstera Deliciosa que la personne me parle. Le Monstera Deliciosa, si j'ai un conseil à vous donner, si vraiment, si vous voulez avoir un Monstera qui évolue bien, et si vous avez la place pour avoir un bon Monstera, vous laissez un seul pied dans le pot. Vraiment, je vous assure, pour avoir une sacrée expérience du Monstera, puisque c'est pas mon premier Monstera qui a cette taille-là. J'en avais déjà eu un que j'ai pas pu garder puisque j'avais pas encore la véranda. Il y avait un seul pied et là il y a un seul pied qui s'est ramifié en 3 tiges. Alors du coup c'est pour ça qu'il a cette allure très large. C'est parce qu'il y a un seul pied. Vous imaginez un seul pied comme ça qui donne autant d'ampleur. S'il y en avait plusieurs, je pense que ça serait un peu embêtant. Après, le pied, en plus, il s'épanouit vachement mieux quand il est tout seul. Du coup, je dirais que pour moi, vraiment, après, alors c'est un avis personnel, mais c'est aussi une expérience personnelle, mais c'est aussi quelque chose que vous voyez... que vous pouvez voir chez moi, c'est que vous avez vu la taille du Monstera. Si vous revenez en arrière dans mes premières vidéos, le Monstera que j'avais déjà depuis quelques temps n'avait pas du tout cette taille. Et vous imaginez, si j'avais plusieurs pieds dans le même pot, ce que ça aurait pu donner ou ne pas donner finalement, parce que je pense que si j'avais eu plusieurs pieds dans le pot, la plante ne se serait pas épanouie comme ça. J'aurais pas eu des feuilles aussi grosses et aussi rapprochées. Et voilà, je pense qu'en fait, le Monstera, comme c'est une grosse plante, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il vaut mieux avoir un seul pied dans le pot. Déjà parce que pour avoir la place pour en profiter, elle sera mieux toute seule. Et puis, je dirais que pour vous, si vous avez un espace un peu restreint, si vous aviez une plante qui devient aussi grosse que ça, parce que là, il faut vous dire que cette plante, moi, elle me prend 4 mètres carrés de surface d'envergure. C'est vraiment ces 4 mètres carrés qui sont que pour le Monstera. Alors, je pense que dans un appartement, 4 mètres carrés, ça commence à faire beaucoup. Moi, ça va, c'est une véranda, c'est dédié aux plantes. Quand j'avais pas la véranda, j'ai dû quand même me séparer d'un Monstera qui était tout aussi gros mais moins large parce que j'avais plus la place qu'on installait en fait un poêle à granules et on n'avait plus la place de garder le Monstera. Donc si vous avez plusieurs pieds, c'est compliqué. Alors certes, quand c'est petit, on se dit ouais, pour que ce soit plus touffu, on va mettre plusieurs pieds.
Mais en fait, le monstera, il pousse tellement vite et il devient tellement gros que vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs pieds dans le pot, en fait. Donc voilà, c'est vraiment non seulement un avis personnel, mais c'est aussi vraiment une expérience du monstera où vraiment, pour en avoir eu plusieurs, je sais qu'il faut qu'un seul pied. Le monstera variegata, j'ai un seul pied. C'est sûr que ça serait tentant d'en mettre un deuxième. Parce que comme ça, ben, en fait, ça serait plus étoffé. Mais bon, après, je pense pas qu'il deviendra comme mon Monstera deliciosa vert. Ça m'étonnerait. Et puis, j'espère pas d'ailleurs. Mais oui, ça serait tentant d'en mettre plusieurs pieds. Mais non, en fait, je sais que c'est une plante qui grandit mieux quand elle est toute seule dans un pot. Pour moi, c'est voilà, c'est un pied, un monstera. Ah oui, sur les Oya, une dernière question, je crois. Oui, je crois que c'est la dernière question. Oui, c'est la dernière question. Sur les Oya, on a commencé avec les Oya, on finit par les Oya. Comment reconnaître un pédoncule? Alors, un pédoncule sur les Oya, comment les reconnaître? Je vais essayer de vous mettre des vidéos. Je vais vous montrer ce que c'est un pédoncule. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un pédoncule? En fait, le pédoncule, c'est la partie d'où va sortir la fleur ou les fleurs. Chez les Oya, vous avez principalement des Oya à bouquet de fleurs. En fait, c'est plusieurs petites fleurs. Le Oya retusa, par contre, c'est une seule fleur. Et le pédoncule, en principe, alors, soit il est long ou très court. Sur les Oya, souvent, il est assez long. C'est une tige verte avec au bout une petite... petit truc rond, quoi, on va dire, quand c'est vraiment le début, et dépourvu de feuilles, puisque c'est vraiment la base de la tige de la fleur, finalement, le pédoncule. Mais ça sera toujours une tige. C'est comme quand vous cueillez une fleur, vous avez la tige et la fleur. Ben, en fait, la tige et la base... la tige, c'est le pédoncule en fait. Et du coup, sur les Oya, c'est la même chose, le pédoncule et les fleurs qui sortent du pédoncule. Et déjà, vous allez pouvoir reconnaître, faire la différence avec le reste de la plante par le fait qu'il n'y ait pas de feuilles. Et c'est vraiment une tige qui pousse sur la liane de la plante. J'ai eu dernièrement une question là-dessus sur un Oya linearis. La personne me demandait, m'avait montré donc sur un Oya linearis une partie de la plante qui pouvait faire penser à un pédoncule, mais en fait c'était une tige, un bout de tige qui avait dû sécher, et la plante s'est ramifiée sur ce bout de tige et en fait avait laissé un petit bout en biais comme ça, et me demandait si c'était un pédoncule. Non, ça, en fait, c'est un bout de tige qui était resté et c'était pas du tout un pédoncule. Non, mais elle se prend vraiment pour un chat. J'ai Nougatine qui était en train de jouer. J'entendais du bruit, elle était en train de jouer avec le jeu pour chat derrière. Je pense avoir pu filmer. Si c'est le cas, je vous mets le bout de vidéo. Elle est en train de jouer avec la tour, avec les balles pour les chats. Ouais, Nougatine. C'est Nougatine, de toute façon. Des fois, elle se prend pour un chat. Enfin bref, du coup pour les Oya, les pédoncules, je vais essayer de vous filmer, de vous montrer en même temps pour différencier les pédoncules. C'est pas toujours évident, j'avoue, parce qu'il y a des Oya qui ont une façon de pousser. Enfin, tous les Oya n'ont pas la même façon de sortir les pédoncules. Par exemple, le Oya linearis et le Oya bella ont en principe toujours le pédoncule qui sort au bout de la tige. Donc ça, je peux vous montrer un pédoncule qui est en train de sortir. Ça sera jamais dans le haut de la tige, ça sera toujours au bout des tiges que vous verrez le pédoncule. Alors ça fait une petite tige avec une petite protubérance au bout. Donc ça, c'est un pédoncule. Alors le plus simple, c'est que je vous amène avec moi
on va aller voir ça directement. Je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. Alors là, par exemple, vous avez un pédoncule qui est ouvert avec plein de fleurs. Ça, c'est le Burtoniae. Comme d'habitude, il est toujours en fleurs. Donc, le pédoncule, ça va être cette tige avec au bout... Voilà, vous avez un petit bouquet de fleurs qui va sortir. Ça, c'est un pédoncule floral avec plusieurs petites fleurs. Après, comme je vous ai déjà montré sur le Rétusa, il existe le pédoncule floral avec une seule fleur. Là, par exemple, vous avez ici sur le Serpens un petit pédoncule et vous voyez que le pédoncule sort de la base d'une intersection d'une feuille et au bout, il y a une petite partie un peu arrondie. Voilà, donc ça, c'est le pédoncule. Et ça, par exemple, c'est un bout de tige. Vous voyez, ça n'a pas du tout le même aspect. Là, vous allez avoir un pédoncule. Vous avez une partie un peu ronde au bout. Et ça sort entre des feuilles. Donc ça, c'est sur le Serpens, c'est assez petit. Sinon, ici, là, vous allez avoir... Alors, attendez, hop. J'enlève les feuilles fanées du Hoya. Il faut savoir aussi que sur les Hoya, certains Hoya, en fait, ont leur pédoncule qui fleurissent plusieurs fois, déjà plusieurs fois dans l'année, mais plusieurs fois sur le même pédoncule va ressortir des nouvelles fleurs. Donc ça, vous voyez, le pédoncule, il est très long. Ça, c'est la tige du pédoncule et ça, c'est le bout où il y aura les fleurs qui vont sortir. Tout comme ici. Voilà. Là, par exemple, ben, j'ai les deux. Là, j'ai un pédoncule. Donc, vous avez une partie ronde au bout. Voilà. Et là, par contre, ça, c'est une tige. C'est un bout d'une tige. Donc là, vous allez avoir des petites racines aériennes, même au bout, là. Vous voyez, ça, c'est... Voilà, il y a les deux. Là, il y a le pédoncule. Et là, il y a le bout de la tige. Alors, c'est vrai que c'est tellement petit, minutieux, qu'on ne voit pas forcément. Ça, c'est encore un pédoncule. Est-ce que je pourrais vous montrer des pédoncules un peu plus gros? Ça serait bien. Par exemple, là, c'est un pédoncule. Là, on verra mieux. Et il refleurit plusieurs fois. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a autant d'étages de floraison. Celui-ci, il a fleuri moins de fois. Il est plus petit. Vous voyez? Donc ça, ce sont des pédoncules. Ça, c'est le bout d'une tige. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le bout d'un pédoncule. Je vous montre les deux. Là, c'est un pédoncule. Là, c'est le bout d'une tige. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Alors, parfois, ça va être plus petit, donc ça sera plus difficile à voir. Alors, ici, comme c'est un peu plus gros, vous allez avoir un pédoncule. Vous allez voir comment il est. Là, c'est vraiment une taille de pédoncule un peu plus facile à voir. Vous voyez? Là, vous avez... C'est fou ça que je n'y arrive pas. Là, vous avez la tige du pédoncule. Et là, vous avez le bout du pédoncule. Donc là, comme il est plus gros, on voit mieux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre aux questions. Et que ça peut-être aider plus de personnes que juste une personne en commentaire. J'ai une idée de vidéo pour le printemps, pas pour maintenant, c'est pour le printemps. Une vidéo sur un type de plante que je quasiment jamais parlé, ou alors je les mets toujours dans la même catégorie que les épiphylomes, alors que c'est pas la même chose, mais ça reste des cactus tropicaux, ce sont les Rhipsalis. Et je pense très sincèrement que il y a plus de personnes qui auront des Rhipsalis chez eux que des épiphylomes. Les épiphylomes, ça reste des plantes un peu particulières à avoir, déjà de par leur taille, leur façon de pousser et leurs besoins. Mais les Rhipsalis, je pense qu'il y a plus de personnes qui ont des Rhipsalis ou même un Rhipsalis dans leur collection de plantes. Et du coup, j'ai envie de faire une vidéo dessus, mais ce sera plutôt au printemps. Déjà au moment du rempotage. Et puis là, pour l'instant, ils sont dans la serre. Tous mes Rhipsalis sauf un qui est ici, que je préfère garder au chaud, mais je crois que j'en ai qu'un seul dedans, oui. Mais je pense que je vous ferai une vidéo sur les Rhipsalis. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir cette vidéo sur ce type de plante. Après, j'ai fait pas mal de types de plantes. Bon, évidemment, les Hoya, mais j'ai déjà fait les pothos, les philodendrons, les fougères, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Après, j'ai pas 50 000 types de plantes. Bon, après, j'avais fait aussi les succulentes. J'avais fait les épiphyllums. Et là, je me dis pourquoi pas les Rhipsalis. Parce que ce sont des plantes que j'ai quand même en une certaine quantité et que j'affectionne beaucoup. Voilà, il y a des plantes qu'on voit que j'ai plusieurs exemplaires, différents exemplaires de ces plantes-là. C'est que je m'attarde plus dessus. Je vais pas vous faire une vidéo sur les Alocasia ou les Maranta ou les Calathea puisque j'en ai pas. Mais par contre, Rhipsalis, voilà, c'est une plante que j'affectionne énormément et j'en ai quand même plutôt pas mal. Voilà, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. Je vais aller m'allonger parce que j'ai super mal au dos. Je pensais vous amener en extérieur, ça ne sera pas le cas pour mon vlog que je suis en train de filmer. Et j'espère que du coup vous aurez passé un bon moment. Moi oui, toujours. Et du coup, qu'est-ce que je dis d'habitude? Je sais plus. Ah ben oui, ben si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces. Je sais même plus ce que je dis quoi. Je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, c'est hyper important pour ma chaîne pour qu'elle évolue, mais ça vous le savez je pense. Activez la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures et je vous dis du coup à très bientôt ce week-end pour un vlog. En principe ça sera bon. Bisous.